de notre quiz. Et je vois qu'il se prépare. Notre prochain invité, notre prochain conférencier va nous rejoindre dans quelques secondes pour sa conférence sur le numérique raisonné en éducation. S'il vous plaît, Jean-François Cessy, vous pouvez me rejoindre. Cessy, bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous sur le plateau, donc, et avec 400 personnes inscrites aujourd'hui qui sont possiblement devant leur écran ou le seront grâce au replay. Vous avez une carrière qui est dédiée donc aux humanités numériques. Vous êtes docteur en sociologie du numérique et de l'éducation à l'Université de Pau et des Pays de la Dour. Et pour la partie recherche, vous êtes au laboratoire Techné de l'Université de Poitiers. Bonjour, donc encore une fois. Même question qu'à nos intervenants qui sont passés juste avant. Sur quelle thématique êtes-vous en train de travailler aujourd'hui pour savoir quelle est votre actualité de recherche ou d'enseignement ? En fait, aujourd'hui, je vais vous fournir quelques résultats d'une recherche qui a été menée, dont le terrain a été mené en 2017, donc portant sur un panorama assez large des usages du numérique en éducation. Or, c'était pré-Covid, c'est-à-dire qu'entre-temps, on a vécu ce drame et cette pandémie, et les usages du numérique en éducation ont, peut-être, à vérifier, été chamboulés. Et donc, l'actualité de ma recherche, c'est finalement de la reconduire en y ajoutant cette surcouche liée à l'étude du contexte Covid, pour voir si finalement les usages du numérique en éducation post-pandémie, donc il faudrait déjà qu'elle retombe, et là est mon souci, c'est que finalement ma recherche est financée avec certains fonds, mais les fonds vont pas durer éternellement, et donc il faudrait effectivement que la pandémie s'arrête pour que je puisse voir si finalement il y a une persistance de certains usages numériques en éducation qui sont apparus grâce à la pandémie, et si finalement après on retourne à nos vieilles habitudes sans numérique, aussi finalement des usages persistent. Voilà. Et donc, pour l'intervention d'aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la façon raisonnée ou pas d'utiliser nos ressources numériques, ou en tout cas de comprendre où se situe la balance entre l'humain et la machine ou l'informatique, et qui doit finalement faire un effort, soit l'un, soit l'autre, ou si finalement il y a un juste milieu à trouver, une raison à garder, où vous allez exprimer aussi chaque terme de votre exposé pour qu'on comprenne bien votre recherche et cette question répondue aujourd'hui pour un numérique raisonné en éducation. Je vous laisse la parole, vous avez une demi-heure. J'invite toutes les personnes évidemment à poser leurs questions et à voter pour les questions via menti.com. On vous remettra en bandeau l'information pour vous connecter. C'est à vous, Jean-François. Merci pour cette présentation, et puis j'aimerais remercier aussi toute l'équipe EIDOS 64 pour l'accueil chaleureux, et puis bien sûr pour cette invitation. Et effectivement, donc, je vais traiter avec vous aujourd'hui d'un sujet portant sur un numérique qui serait raisonné en éducation. Raisonné étant, déjà en prélude, apprendre au sens cognitif du terme et non pas économique ou écologique. En commençant déjà par évoquer quand même, puisque c'est une donnée contextuelle, un numérique fatalement pharmacon dont vous avez entendu parler ce matin sur 2 registres. Donc en ce qui me concerne, j'ai pu, alors pour le côté poison, puisque après on va passer l'essentiel de la conférence, puisque c'est mon parti pris ce matin sur le côté plutôt remède. Donc moi j'ai pu recenser 2 niveaux, on va dire, de côté poison. Un premier niveau, au niveau macro, sur lequel on a peu d'influence en tant que citoyen, qui recense les principaux risques en rapport avec la dimension sociopolitique. Je vous laisse en prendre connaissance, puisque ce n'est pas le parti pris de ma conférence. Et puis une deuxième dimension plus micro, qui elle donc recense les principaux risques en rapport avec la dimension sanitaire, sur lesquels on peut avoir parfois de l'influence et changer les choses. Bon, comme je vous l'ai dit, le parti pris de cette conférence est tout autre. Ces points-là ont déjà été plus ou moins abordés. Et donc j'aimerais, pour aller vers le parti pris de cette conférence, c'est-à-dire un numérique qui serait plus raisonné au sens cognitif en éducation, évoquer 3 arguments, dont le premier est de citer
l'ami Philippe Dumas, qui déjà en 2004 évoquait une crise mondiale des systèmes éducatifs, donc avec des mots forts, dont l'un des facteurs explicatifs était l'exposition précoce, profonde et prolongée des enfants et des adolescents aux objets techniques numériques. Il appelait déjà à l'époque de ses vœux un nouveau projet pédagogique, et je le cite encore, « Si la technologie a des effets pervers sur l'éducation et la culture, qu'au moins on cherche par un nouveau projet pédagogique à en exploiter les potentialités. » Donc on était conscient du côté poison, il fallait forcer le côté remettre en éducation du numérique par un nouveau projet pédagogique. Et c'est finalement de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors deuxième argument pour aller vers ce numérique raisonné en éducation, c'est finalement une évolution de la jeunesse. Donc ça, c'est les résultats issus de l'enquête de 2017 dont je vous parlais, qui a eu lieu sur Pau. Donc ça signifie que les résultats que je vous donne sont tout à fait valides sur notre territoire puisqu'ils en sont issus. Et il faut bien prendre en compte de nos jours, ou avoir au moins conscience que nous sommes en présence d'un jeune public à former qui évolue à l'ère du numérique, en manifestant de nouvelles appétences et besoins en rapport au savoir et autour de leur construction identitaire. En effet, ces jeunes utilisent de manière très intensive le numérique, ça ne vous étonnera sans doute pas, mais c'est à travers une diversité d'écrans. Le temps moyen consacré aux écrans est de 5h40 par jour. Donc là, on est sur notre territoire, de collège, de lycée et l'université de Pau au titre de l'analyse. Donc 5h40 par jour, cette durée nous a amené à formuler le concept de quart de vie numérique des jeunes. Donc pour le dire autrement, ayez bien en tête que nos jeunes, les individus scolarisés, notamment sur le terrain palois, passent le quart de leur vie sur écran. Bon, ça va avoir des conséquences, puisque l'école est censée être leur activité principale, d'ailleurs d'où le concept de métier d'étudiant, on dit c'est leur métier d'étudier, donc ils y passent le plus clair de leur temps, c'est aussi leur lieu de socialisation privilégié, l'école, mais nos résultats révèlent que les jeunes passent environ 2 fois plus de temps sur écran qu'à l'école. Ce qui donne sur une année standard à peu près 1000 heures passées à l'école et 2000 heures sur écran. Alors, fatalement, le fait que ces jeunes passent 2 fois plus de temps sur écran qu'à l'école n'est pas neutre du tout et va déboucher sur 2 constats principaux. Le premier est qu'un apprentissage à travers ces écrans est inévitable. Ça signifie que les jeunes apprennent énormément sur écran, avec ou sans l'école. Et 2, la socialisation et la construction identitaire de ces jeunes se dématérialisent de manière très importante et est intermédiée via ce que j'ai appelé une deuxième naissance à l'adolescence, d'où ce que est marqué sur la diapo, la renaissance numérique à l'adolescence. Leurs loisirs sont essentiellement numériques et à une forte sensation d'apprendre avec les écrans s'ajoute une appétence marquée pour les TIS, c'est-à-dire le numérique scolaire, des devoirs numériques sans l'impulsion des enseignants et une collaboration numérique spontanée assez étendue autour de la commande scolaire. On a aussi pu établir un lien fort entre leur pratique numérique personnelle et l'appétence pour le numérique éducatif de ces jeunes, ce qui signifie que plus ils ont une pratique numérique personnelle forte, plus ils ont envie de voir le numérique arriver à l'école. Ils sont donc, il y a d'autres résultats qui étayent tout ça, mais je n'ai pas un budget temps nécessaire pour tous les aborder. Je dirais en conclusion que ces jeunes, cette jeunesse, est parée et volontaire majoritairement pour le numérique éducatif. Donc ça, c'est un constat numéro 2 qui est à prendre en compte, qui est important. Et le troisième, c'est au niveau des territoires numériques éducatifs. Vous n'êtes pas sans connaître ce programme ambitieux qui a pour objectif de contribuer à la transformation du système éducatif afin de répondre aux enjeux du XXIe siècle. Et là, je cite le descriptif du projet que vous pouvez trouver sur Internet. Et je vous donne quelques chiffres quand même qui sont marquants. 172 millions d'euros, 12 départements pilotes et 1,3 million d'élèves concernés, ce qui représente 10%. Un élève sur 10 est concerné par cette mesure. Donc, c'est pas rien. Donc, suite à ces 3 constats que je viens d'évoquer avec vous, on a un nouveau projet pédagogique à inventer, et on va en parler ce matin et puis aussi cet après-midi. Des jeunes parés et volontaires pour le numérique éducatif, et puis des investissements, un projet important pour l'école pour une accélération du numérique éducatif. Donc peut-on dire qu'on doit se placer dans un moment de sobriété et de modération du numérique en éducation? J'entends. A priori, ce n'est pas le moment. Ce serait plutôt un moment d'intégration raisonnée, c'est-à-dire qu'il faut accélérer effectivement le numérique en éducation, il faut le faire bien.
Et il faut le faire de manière raisonnée, c'est-à-dire viser une efficience du numérique en éducation, ce qui m'a amené finalement à développer un concept que j'ai appelé le retour sur intégration du numérique en éducation, pour faire écho au retour sur investissement qui est bien connu en économie. Donc comment finalement améliorer ce retour sur intégration du numérique en éducation. Et donc effectivement, il y a un premier chapitre, comme c'était évoqué tout à l'heure, qui met l'humain au centre, d'abord, avant la technologie, puisque tout vient de là, en fait. Tant qu'on n'a pas bien compris comment fonctionne l'humain, et notamment sa manière d'apprendre, comment on peut faciliter ça, on ne saura pas bien intégrer la technologie. Et donc finalement, ça nous amène en premier lieu peut-être à une forme scolaire à repenser. Et là, j'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être aussi voir comment valoriser ce qu'on appelle l'isomorphisme pédagogique. Et là, je vais citer Philippe Mérieux pour cette définition, puisqu'on sait depuis des travaux effectués dans les années 1960 et largement confirmés depuis que les enseignants finalement ne font jamais avec leurs élèves ce que l'on dit de faire, c'est-à-dire la manière dont on les forme pour devenir prof, mais finalement ce que l'on a fait avec eux, c'est-à-dire la manière dont ils ont été formés quand ils étaient à l'école. Donc là, on a un levier fort, on va dire, de modernisation du système, mais qui est à faire finalement sur un projet à long terme, puisqu'il s'agit de former des enseignants d'une manière un petit peu différente. Aussi bien les nouveaux que peut-être aussi les anciens volontaires. Et ça nous amène à changer d'état d'esprit sur la pédagogie, sur le numérique en éducation. Alors on va évoquer un peu ces deux points, mais il y a aussi deux autres points qu'il faudrait évoquer si on avait plus de temps, le métier d'enseignant et puis aussi le rôle de l'école. Alors, pour commencer finalement à vous donner quelques pistes de ce qui pourrait entrer dans un nouveau projet pédagogique, déjà, il faudrait prendre conscience de ce qu'on appelle les principes pédagogiques de l'apprendre. Et là, je vous ai mis à gauche donc les principes pédagogiques de l'apprendre, issus des sciences de l'éducation et des sciences humaines de manière générale. Et puis, lorsque l'on les soumet par exemple dans le cadre d'un atelier pédagogique à des enseignants en leur disant voilà les principes de l'apprendre, c'est-à-dire des principes qu'il faudrait que vous arriviez à implémenter dans vos classes, on leur demande quelles sont leurs réactions sur chacun d'eux, et je vous ai mis à droite quelques réactions qu'on obtient dans le cadre de ces ateliers pédagogiques. Et on se rend compte que finalement, dans les classes de beaucoup d'enseignants, puisque bon, après ça peut être caricatural pour certains, puisque tout n'y est pas, c'est pas exhaustif, mais on se rend compte que beaucoup d'enseignants finalement font remonter des ambiances de classe ou des pratiques qui sont largement contraires aux principes pédagogiques de l'apprendre qu'il faudrait finalement arriver à appliquer dans le système scolaire. Donc je vous laisse en prendre connaissance, puisque j'ai pas énormément de temps pour aborder ces points, mais vous voyez que, par exemple, quand on dit l'apprendre demande de l'effort, souvent on a affaire à une certaine forme de passivité en cours, et on pourrait tous les citer de la même manière. Alors je vais quand même en reprendre un certain nombre pour appuyer sur certains points, de manière à faire apparaître, à faire émerger dans quelles circonstances, dans quel contexte le numérique peut venir amplifier un dispositif pédagogique et finalement améliorer l'apprendre. Donc, premier principe que je vais reprendre, enfin les deux premiers principes, puisqu'il y en a deux ici, l'apprendre est une décision volontaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à apprendre. Le deuxième, c'est que ça demande de l'effort. Et tout à l'heure, j'y reviendrai sur ce principe-là. Puisqu'il y a aussi des choses qui se disent qui sont parfois erronées et sur lesquelles il faut corriger le tir. Alors, classiquement, souvent dans les classes, on peut constater, contrairement à ces principes, finalement, des habitudes ancrées de passivité et d'inattention. Le ancré entre parenthèses étant apprendre pour les étudiants qui dessinent sur les tables, voire sur les papiers. Donc ils ne sont pas tout à fait passifs, mais pas impliqués dans le cours finalement. Et là, on pourrait se dire que le numérique facilite énormément le passage à l'action, le questionnement et le feedback au sein d'une classe, donc finalement est un outil de facilitation pour aller vers l'effort, aller vers finalement quelque chose de beaucoup moins passif. Deuxième principe, alors là vous allez avoir une vidéo qui va se dérouler, que je vais commenter. L'apprendre se réalise par le sens et par de l'expérience. Alors ce que l'on essaye de faire dans un cours le plus souvent, c'est de connecter finalement le savoir à acquérir au vécu de l'étudiant, c'est-à-dire de capitaliser sur ce qu'il sait déjà pour, par induction, finalement construire et ancrer de nouveaux savoirs. Pour ça, on utilise souvent des outils numériques, par exemple des capsules vidéo, telles que celle que vous êtes en train de regarder, qui est finalement une allégorie du théorème de Pythagore. Si
finalement Eidos était en présentiel et que j'avais une assemblée devant moi, j'aurais posé la question de savoir combien de personnes, enfin, que les personnes qui finalement trouvent cette vidéo totalement éclairante du théorème de Pythagore de lever la main. Par expérience, je peux vous dire que, a priori, ça aurait été très partagé. Tout simplement parce qu'une capsule vidéo ne se suffit pas à elle-même fatalement. Si la didactisation de cette capsule n'est pas suffisante, le message ne passera pas. Et ici, effectivement, la manipulation est superbe. Manifestement, ce qu'il manque, c'est simplement le fait de légender la manipulation en elle-même pour retrouver les surfaces et les dimensions. Donc ça signifie finalement que le numérique c'est bien, puisque notre rapport change au monde change avec le numérique. On peut faire énormément de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est un puissant générateur de sens. Pour autant, sans finalement une bonne didactisation, le média en lui-même peut ne pas suffire. Donc c'est pas forcément automatique, on va dire, l'apport du numérique, hein, et j'y reviendrai. Alors, pour reprendre le principe de l'apprendre se construit à partir de son style dominant, on a souvent 3 types de prédétermination dont on entend parler dans notre système éducatif. Le premier, c'est une prédétermination scolaire, sociale. Hein, par exemple, le fait de dire oh, « toi, t'es pas bon en maths, laisse tomber, c'est pas ton truc », ou ah, bah, « toi, t'es plutôt un littéraire ». Donc, c'est tout ce qu'on appelle ces prédéterminations scolaires et sociales. Finalement, est-ce qu'elles ont lieu d'être? Est-ce qu'il y a une raison fondée là-dessus de le faire? Bien évidemment, c'est rare qu'il y en ait. Je vous renvoie à titre d'exemple vers la bio d'Einstein et vous verrez ce qu'on peut appeler une prédétermination scolaire totalement faussée, puisqu'on sait qu'il a bien réussi derrière. La prédétermination génétique, finalement, netto-intelligent, je vais y revenir, et puis la prédétermination de style d'apprentissage, c'est-à-dire dire à quelqu'un ou penser qu'on n'apprend que comme ça et pas comme ça. Donc on va parler un petit peu de ces points-là. Alors la prédétermination génétique, finalement, est-ce que si mes parents sont intelligents, dès que je vais naître, je vais être intelligent parce que je vais avoir un cerveau génétiquement prédéterminé à cette intelligence-là? Bien évidemment, par rapport aux dernières recherches, ce qu'il en ressort, c'est qu'il s'agirait d'un neuromythe. Alors, je vais citer pour ça 2 études sur plusieurs années consécutives, David Jerry en 2008 et Steve Masson en 2015, hein, des neuroscientifiques, qui, au niveau physique de la neuroplasticité du cerveau, adoptent tous deux une approche évolutionniste de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça signifie? Ils ont montré que la densité des connexions neuronales est plus forte chez des individus qui sont constamment stimulés cognitivement. Donc, ça veut dire que, simplement, il n'y a pas ou peu de prédétermination à être intelligent, mais simplement de l'effort pour le devenir. C'est-à-dire que cette intelligence se construit et que le cerveau, finalement, crée et supprime de nouvelles connexions. Alors là, la bonne nouvelle par rapport au numérique, et c'est pour ça à chaque fois donc vous aurez ces inclusions du numérique, c'est-à-dire les apports, puisque stimuler cognitivement un individu, ça prend du temps, ça prend un certain nombre d'occurrences, et là où un enseignant fatiguerait dans un nombre d'occurrences important, une machine, elle, ne va pas fatiguer, et donc on peut faire une stimulation numérique infinie et totalement individualisée à l'individu, donc ce qui fait que dans le cadre de cette approche, le numérique est très pertinent. Ensuite, au niveau psychique, c'est-à-dire du conditionnement, Carol Dweck, en 2010, adopte, elle, une approche qui est basée sur l'état d'esprit. Et là, c'est intéressant de voir comment elle arrive à classer en 2 groupes les apprenants, les individus, ceux qui ont un état d'esprit limité, en anglais, donc, ça s'appelle fixed mindset, et l'état d'esprit de croissance, growth mindset. Les premiers groupes ont un objectif de performance, de notes, de classement. C'est ce qu'on appelle l'élève scolaire. Le deuxième groupe, lui, a un objectif de maîtrise, de compréhension. Donc il ne vise pas une note, il vise le fait de comprendre. Donc finalement, c'est des personnes qui aiment se construire au niveau psychique. Et là, de la même manière, on constate que ceux qui adoptent un état d'esprit de croissance utilisent de manière plus facilité, et le numérique vient amplifier davantage cet état d'esprit-là par le feedback numérique, par les essais-erreurs, tout simplement parce que, donc là je vous ai mis les principales caractéristiques que je vous laisse lire du groupe, donc état d'esprit limité à gauche et état d'esprit de croissance à droite, simplement parce que dans l'état d'esprit de croissance, il y a cette persistance, il y a l'effort,
il y a le fait d'apprendre de ses erreurs, et tout ça peut être facilement amplifié, beaucoup plus facilement amplifié par le numérique que dans une pédagogie qui adresserait l'état d'esprit limité. Or, souvent, on adresse l'état d'esprit limité dans les classes, c'est-à-dire qu'on vise cet état d'esprit scolaire. Et une bonne pédagogie, puisque c'est difficile toujours de définir une bonne pédagogie quand on pose la question à un enseignant, et finalement on ne pourra jamais faire le tour de la question, mais à minima, un des arguments qu'on pourrait mettre dans la liste de ce que représenterait une bonne pédagogie, c'est comment faire passer nos apprenants d'un état d'esprit limité à un état d'esprit de croissance. Et là, ça veut dire qu'on aide les étudiants à mieux se construire, à adopter des attitudes positives par rapport à l'apprendre, par rapport à l'erreur, par rapport à l'effort, c'est-à-dire ce qui est marqué sur la diapo. Alors je passe tout simplement pour respecter le temps qui tourne. D'ailleurs, je ne le vois pas là. Ah si, il est là. Ça c'est le temps qui reste. Ah oui, donc il faut se dépêcher. Le temps qui reste avant les questions. Avant les questions, d'accord. Alors, pour continuer, l'apprendre se construit à partir de son style dominant, la prédétermination de style d'apprentissage, qui, une fois de plus, a été révélé comme étant plutôt un neuromythe. Et il faut faire preuve de recul avant de s'engager dans des dispositifs pédagogiques complexes qui essaieraient d'illustrer ça, et finalement, ça ne fonctionne pas forcément. Donc, un des leviers reste quand même l'individualisation et la collaboration. Donc là, on voit que ce qui est intéressant, c'est que l'individu d'un côté, de l'autre côté, le groupe. Et dans tous les cas, on favorise l'engagement, le feedback et la considération. Et tout ça peut être énormément facilité par le numérique. C'est-à-dire, dès qu'on va vers des pédagogies actives, le numérique trouve facilement sa place. Donc rapidement, je vais décrire justement ce que peut être une pédagogie active par rapport à une pédagogie plus classique, qui est là pour produire des cours transmissifs à gauche. Donc c'est en général plutôt linéaire, en classe, centré sur l'enseignant, avec plutôt une modalité d'instruction collective, qui transfère de la connaissance, avec un rôle d'enseignant qui est transmetteur. Un cours interactif, lui, est plutôt hyperlié, c'est-à-dire qu'on a plusieurs activités qui peuvent tourner en même temps en classe, puis des circuits pour les apprendre qui va être différent d'un apprenant à l'autre. Ça peut se dérouler en tout lieu, par exemple des Fab Labs, etc. Ça peut être centré sur l'apprenant, basé sur la construction et la découverte plutôt, davantage individualisé, avec une visée davantage métacognitive plutôt que simplement apprendre de la connaissance, et l'enseignant a des rôles beaucoup plus complexes. C'est ce qui fait la difficulté du passage en pédagogie active. Alors quand on parle de scénarios variés, parce qu'effectivement, du côté pédagogie active, on va constater qu'on a énormément de scénarios, et j'y reviendrai tout à l'heure sur une slide. Le cours magistral, lui, est plus classique, avec des exercices d'application, et une démarche plutôt déductive du cours vers les exercices, une évaluation plutôt sommative. On peut trouver quand même des choses qui sortent un petit peu de ça, comme de la démonstration, du travail en équipe, un peu de labo, et des ressources du milieu, ce que j'appelle des visites en forêt par exemple. En pédagogie active, on a des scénarios beaucoup plus variés. Alors je vous laisse en découvrir quelques-uns sur la diapo, et j'y reviendrai tout à l'heure puisque j'ai pu faire un recensement beaucoup plus exhaustif que ça. Ça faisait partie de la recherche que je voulais mener. Quoi qu'il en soit, la conclusion sur cette diapo, c'est que dans les scénarios que je vous propose à droite, le numérique trouve très facilement sa place. Il a énormément de potentiel d'amplification, un peu moins à gauche. Donc, pour parler de démarche déductive et inductive, puisque c'est important aussi dans le sens où, finalement, dans la démarche déductive, d'aller du cas général de cours vers une application au cas particulier, on constate des taux de rétention qui sont un peu moins bons que quand on le fait dans l'autre sens. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire qu'une modalité. Ça veut dire qu'il faut exploiter, on va dire, si on peut quand même assez fréquemment, une modalité inductive dans le sens où on part du cas particulier, on fait vivre une expérience qui fait sens, et à partir de là, après, on vient généraliser par inférence ces concepts-là par un cours. On a un taux de rétention qui est un petit peu meilleur. Mais ça va nécessiter, et c'est là la difficulté, d'où la modification de l'état d'esprit sur l'école, sur la forme scolaire, les questionnements que je donnais en début de conférence, ça va nécessiter pour l'enseignant d'affronter la difficulté de faire preuve de lâcher prise. Et ce lâcher prise, c'est-à-dire le fait de laisser finalement la classe apprendre en se mettant en retrait, en venant aider l'individu quand il a une difficulté, puisque le travail est en amont dans la préparation du dispositif pédagogique, ça c'est compliqué à faire, surtout qu'on sait qu'il peut y avoir beaucoup d'imprévus dans ces modalités pédagogiques, beaucoup de questions que l'enseignant n'avait pas prévues, etc. Et ça peut déstabiliser un enseignant qui manque de se lâcher prise. Par contre, ce que l'on constate, c'est que dans ces formes-là, le numérique est souvent indispensable et un énorme amplificateur de la pratique pédagogique.
Alors je vous explique rapidement un processus engageant, puisque souvent aussi dans les ateliers pédagogiques, quand on demande les principales difficultés d'un enseignant dans le cadre de ses cours, il parle de participation et d'interaction. C'est-à-dire que dans ses cours, il dit « Ah, j'aimerais bien qu'ils soient plus investis, qu'ils soient plus vivants, qu'ils interagissent davantage entre eux et avec moi ». Alors, ils ont bien compris que, effectivement, cette interaction, finalement, est la base de départ d'une meilleure considération de l'étudiant sur le cours, et cette considération est la source de la motivation et de l'engagement dans ce cours. Si à ça, effectivement, on y ajoute le fait de donner du sens et du défi un petit peu dans le cours, on sait à travers des recherches comme Bandura et Locke que finalement l'étudiant adulte s'investit tout à fait naturellement dans un cours qui fait sens et dans lequel il y a du défi. Donc ça signifie qu'on pousse énormément les étudiants à l'action, ils font des projets très ambitieux, on est dans des pédagogies actives. Simplement, le souci, une fois de plus, c'est une prise de risque importante pour l'enseignant. Et la plus-value, par contre, la numérique est capitale, c'est-à-dire que dans ces formes-là, le numérique est très important. Si je redescends maintenant sur le bas de la pyramide, c'est que le petit souci pour augmenter la participation, c'est d'arriver à finalement développer la concentration des apprenants. Pour ça, il nous faut leur disponibilité. Et cette disponibilité ne sera acquise finalement que si l'ergonomie du cours est correcte. Et si on est dans un cours finalement où on demande une prise de notes très importante, par exemple, où on les met sur un serious game avec des règles très complexes, où on les met dans un labo avec un matériel de labo très complexe, finalement ce qu'ils vont faire, c'est pas les mesures qu'on attend d'eux, c'est apprendre à utiliser le matériel. Ou finalement noter et pas écouter, ni apprendre, etc. Alors ça m'amène à vous parler de Sweller en 1994, qui a fait une recherche très intéressante sur la double tâche. Il a pris deux groupes, un groupe qui fait une tâche A entièrement, puis une tâche B entièrement, puis un autre groupe qui commute entre A et B très fréquemment jusqu'à avoir fini les deux tâches. Et il s'est rendu compte finalement qu'on n'était pas du tout multitâche, on commute, mais ça nous prend 2 fois plus de temps et on fait 2 fois plus d'erreurs. Or, si on regarde ce qui se passe dans le système éducatif, souvent on leur demande d'écouter, de lire en même temps, parce que souvent le prof écrit au tableau ou projette quelque chose, de synthétiser l'ensemble de ces deux informations, visuelles et auditives, de les noter, et puis en même temps d'essayer de comprendre, parce qu'après on leur pose des questions. Et ça fait juste 5 tâches, quand on sait qu'on a du mal à en faire 2. Donc ça signifie que je vous renvoie à comment améliorer l'ergonomie de vos cours pour rendre disponibles vos étudiants et finalement faire en sorte qu'ils soient concentrés et qu'ils puissent participer. On pourrait l'étayer avec Stanislas Dehaene aussi, notre neuroscientifique français. Je vais passer aussi peut-être sur les niveaux d'engagement, malgré que quand vous mettez vos étudiants finalement dans des dispositifs où ils doivent fabriquer de l'information, on se rend compte que c'est là où finalement à la fois le numérique trouve le plus sa place, mais c'est à la fois là aussi où on a le plus d'engagement des étudiants, donc finalement quand ils participent à la création de la matière de cours. Alors, prélude à la partie 2, finalement, puisqu'il me reste peu de minutes pour vous parler de l'innovation pédagogique à l'ère du numérique, puisque souvent on se pose cette question, mais c'est quoi l'innovation pédagogique à l'ère du numérique? Alors, je vais tenter de répondre à cette question simplement à travers un recensement que j'ai fait, c'est-à-dire un panorama sur 2867 articles sur la période 2012-2019, articles scientifiques et articles de blog pédagogiques. Et finalement, on se rend compte que ce qui est qualifié d'innovation pédagogique, c'est pas moi qui le dis, hein, je le dis à travers ces 2867 articles, c'est une combinatoire complexe de scénarios pédagogiques, de matériel et de logiciels à exécuter dessus. Et si on doit qualifier et quantifier, donc là vous avez 25 scénarios pédagogiques principaux qui ressortent de ces milliers d'articles. Alors bien entendu, ils ne s'appellent pas toujours comme ça, hein, dans ces articles. Moi j'ai reclassifié et réexplicité, donc si vous voulez en savoir plus, c'est publié en ligne. Il y a 25 scénarios pédagogiques principaux, dont par exemple la classe inversée que vous connaissez. Hein. Il y a 17 catégories de matériel. Et alors, si vous avez toujours rêvé de savoir pourquoi c'est bien ou c'est mal d'autoriser le smartphone dans la classe, ceux qui sont en rouge, hein, dans ces 17 matériels, sont tous réalisables avec un simple smartphone. Donc ça signifie que enlever le smartphone en classe ou ne pas utiliser le smartphone en classe, c'est se priver de 10 matériels sur 17 qui sont utilisés dans les dispositifs innovants. Rien que ça. Et ce serait dommage, et donc n'hésitez pas à voter sur menti.com si vous avez des questions. Utilisez votre smartphone et en même temps peut-être votre ordinateur pour suivre la conférence. Bon, je vous préviens, je vais déborder, vous m'avez pris du temps. 20 secondes seront décomptées. Merci Jean-François. 14 logiciels, 14 catégories de logiciels.
Et donc, l'innovation pédagogique à l'ère numérique, c'est finalement plus de 6000 combinaisons si on multiplie tout ça. Et le smartphone, c'est 10 appareils sur 17. Donc maintenant, pour en aller à la technologie au service de l'humain, que de toute façon, j'ai prévu de reporter cet après-midi, je vais vous faire un petit teaser, ou même un petit spoil. Donc, pour aborder rapidement la controverse du numérique en éducation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs raisons à cette controverse, c'est-à-dire du fait qu'il y ait des techno-sceptiques, des techno-optimistes. C'est déjà, en premier lieu, un manque de maîtrise, simplement, du numérique éducatif, qui peut être renforcé finalement par une indisponibilité des outils et équipements nécessaires. Et il est clair que si on n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi, à réserver des salles info, etc., bon, ça va être compliqué de faire du numérique en éducation. Mais ça peut aussi être lié aux contradictions des études scientifiques sur le sujet. Et là, je vous renvoie vers un grand nombre d'études qui ont montré que le numérique en éducation ne fonctionnait pas. À commencer par des enquêtes ministérielles, Prophétique 2014, ou même des enquêtes de l'OCDE, Connecté pour apprendre, qui citent des propos tels que l'immense décalage entre la réalité de notre école et les promesses des nouvelles technologies. Des choses même plus embêtantes, lorsque les nouvelles technologies sont utilisées en classe, leur incidence sur la performance des élèves est mitigée dans le meilleur des cas. Comment voulez-vous qu'un enseignant qui lise ça ait envie d'aller vers le numérique éducatif? Bon, heureusement, on a un autre cas. Alors après, je vous laisse juger si c'est heureux ou pas heureux. Chacun a le droit d'avoir son avis. On a des techno-optimistes. Je vous renvoie par exemple vers les travaux de Thierry Karsanti, parce que j'aime bien sa phrase « Les technologies ont un réel impact sur l'apprentissage et la motivation. Encore faut-il développer l'art d'enseigner avec les technologies ». Donc lui met ça au niveau d'un art. Enseigner avec la technologie, ça ne va pas de soi, c'est un art. Et donc, finalement, le défaut, il serait peut-être plutôt du côté de l'analyse scientifique ou de la proposition pédagogique. Alors, je vais passer sur cette photo, mais je vais très rapidement conclure, je vous rassure. La proposition pédagogique, bien entendu, c'est ce qui va nous rassembler sur cette fin de conférence, les questions, et puis sur l'atelier de cet après-midi, puisque je citerai Geneviève Lameule là-dessus, il n'existe pas de bonne ou de mauvaise technologie, mais de plus ou moins bonne pédagogie utilisant les technologies, ce qui nous renvoie au concept que j'ai rapidement évoqué dans la première partie de cette conférence et qui pourrait participer d'un nouveau projet pédagogique avec une meilleure inclusion, une inclusion raisonnée du numérique et un meilleur retour sur intégration de ce numérique en éducation. Et c'est de ça que je vous parlerai cet après-midi dans l'atelier A08 à 14h, puisque ce matin, j'ai pas eu le temps de le faire, où on verra un modèle d'intégration raisonnée du numérique en éducation à travers 9 critères qui sont aussi issus du panorama d'articles en question et qui vont nous permettre une intégration raisonnée et un meilleur retour sur intégration du numérique en éducation. Donc pour conclure, notre pédagogie aujourd'hui formera de toute manière les citoyens de demain, avec ou sans numérique. Reste à savoir finalement si on souhaite améliorer le retour sur intégration du numérique en éducation, pour un numérique qui soit à la fois plus raisonné et donc aussi probablement plus responsable, c'est-à-dire que tous les moyens que je vous ai cités dans les territoires numériques, etc., ça serait bien du gâchis s'ils étaient mal employés. Donc une intégration plus raisonnée du numérique, elle sera aussi plus responsable, contribuant à former au mieux notre citoyen numérique de demain. Et je vous remercie, j'ai mis quelques références et on va pouvoir passer aux questions, si vous le souhaitez, bien entendu. Merci beaucoup Jean-François Cessy. Vous pouvez à l'écran noter différentes informations donc, et vous pourrez les revoir sur YouTube pour revoir les références qui étaient données. Premier point, parce que ça fait vraiment écho à la discussion de ce matin. Donc on revient sur l'humain, on revient sur le pédagogue. Ce matin était annoncé par Emmanuel Freinou, finalement, la meilleure façon de prévenir les risques ou les biais cognitifs, c'est de se connaître soi-même. Donc là, j'ai l'impression, avec la fin de votre exposé, c'est connais-toi toi-même comme pédagogue du numérique. Comment aujourd'hui se savoir ou se former ou s'auto-évaluer pédagogue du numérique ? Donc la question, ça serait finalement comment faire en sorte que l'enseignant devienne un enseignant à l'ère numérique. Numérique friendly et qui soit numérique, oui. On va aussi sans doute efficace. Donc il y a cette efficacité que vous annoncez et qui a l'air d'être possible et a l'air d'apporter des résultats tout à fait bénéfiques. Alors justement, c'est ce que j'aborderai cet après-midi, c'est-à-dire j'ai développé finalement un modèle en faisant le constat qu'il y avait 9 critères finalement sur lesquels le numérique apportait une forte amplification. Ou pouvait être même nuisible, suivant qu'il soit bien utilisé ou pas. J'ai donc, grâce à ces 9 critères,
au regard croisé des 3 publics, c'est-à-dire que c'est un tableau avec 9 entrées et puis finalement 3 colonnes, les étudiants, les enseignants et l'institution, puisqu'un bénéfice pour l'étudiant peut être différent pour l'institution ou pour l'enseignant. Donc j'ai développé un modèle que j'ai appelé amplificateur pédagogique, que j'exposerai cet après-midi dans l'atelier A08 à 14h. Donc merci de me permettre de refaire le teaser. Vous pouvez encore vous inscrire, peut-être quelques places. Vous pouvez encore vous inscrire, peut-être. Et donc ce modèle, quand je l'aurai explicité, en fait, ça me permettra d'aborder justement comment faire évoluer les choses dans le système éducatif, c'est-à-dire finalement comment aborder la formation des enseignants selon 3 aspects. Donc un aspect qui est pédagogique, c'est-à-dire comment amener un enseignant à produire une pédagogie qui soit facilement compatible avec les technologies, ou du moins une pédagogie pour laquelle la technologie vient en amplification et non pas en poison, par rapport aux propos que j'avais en début de conférence. Donc ce modèle permet de l'expliciter. Donc là, je ne l'ai pas sous les yeux, donc ça va m'être un peu plus compliqué de vous l'expliquer, ça sera moins imagé. Mais disons, il y a l'aspect pédagogique, il y a l'aspect culture numérique, et il y a l'aspect maîtrise technologique. Voilà. Donc en fait, on a passé beaucoup de temps ces dernières années à former les enseignants à la technologie, sans parler de la culture numérique et sans parler des pédagogies qui seraient finalement à développer, qui permettent cette intégration technologique. Dans les bonnes pratiques de la matinée, on invite toutes les personnes à aller sur Menti à voter pour des questions. Très bien. Une des questions qui est remontée, et donc elle me concerne directement. Vous avez parlé de Sweller en 94 sur le faire 2 choses en même temps qui étaient susceptibles d'amener des erreurs. Et donc j'ai décidé d'avoir un growth mindset. J'ai fait une erreur tout à l'heure lors du quiz. J'ai annoncé des éléments de données sensibles qui étaient donnés par la CNIL et j'en ai trop donné. Donc l'adresse, et je crois que c'était le nom, n'était pas des données sensibles. J'ai été sur le site de la CNIL, j'ai vu de l'information grâce au numérique, j'ai appris de mon erreur. Donc je pense que c'est dans un growth mindset, j'ai utilisé finalement les outils numériques, je reconnais mon erreur, j'apprends de mon erreur. Mais la question, c'est comment faire passer aujourd'hui un élève qui serait plutôt donc, dans ce qu'on appelait un fixed mindset, du descendant et du professeur en pédagogie finalement classique, à un growth mindset. Est-ce que vous avez comme ça peut-être pas des trucs, mais une méthode qui sera sans doute explicitée cet après-midi, ou est-ce qu'il y a un chemin à suivre, il y a des lectures à faire pour aller vers ce growth mindset? Oui, c'est vers ça que je vais vous renvoyer, puisque ce concept-là n'est pas de moi, hein, et donc vous avez Carole Dweck, dont le livre est cité. Alors, bon, c'est dans le diaporama, si vous voulez reprojeter la diapo avec les références. Donc, on trouvera facilement les références dans le diaporama. Diaporama, j'imagine que vous pourrez récupérer, ou qu'on peut reprojeter maintenant si vous le souhaitez. Hein, je peux vous la remettre. Et donc, son livre de 2010 que je citais tout à l'heure, une psychologie de la réussite, est un livre dans lequel il y a 10 conseils principaux pour faire évoluer l'état d'esprit des apprenants. Alors on constate classiquement que du moment qu'on met en activité nos apprenants, c'est-à-dire qu'on travaille sur des pédagogies très actives et très collaboratives, ils sont constamment dans la négociation et les conflits socio-cognitifs, c'est-à-dire le fait de travailler avec l'autre, de tenir compte de la vie de l'autre, de se construire avec et à travers l'autre. L'autre étant plusieurs ou une personne ou l'enseignant. Et donc finalement, on se construit par l'action, et quand on se construit par l'action dans le système éducatif, on continue finalement ça après, et on constate que les gens deviennent des entrepreneurs d'eux-mêmes, mais aussi des entrepreneurs de leur travail, dans leur travail. C'est-à-dire des gens qui sont beaucoup plus tournés dans l'action, beaucoup moins tournés vers eux-mêmes, qui acceptent davantage l'erreur, puisqu'ils ont compris qu'on se construisait par essai-erreur. Et donc il y a comme ça une dizaine de conseils, c'est la diapo référence, voilà, celle-ci. Il y a une dizaine de conseils comme ça dans le livre qui permettent à l'enseignant d'avoir des pistes de travail en psychologie cognitive pour aider les apprenants finalement à mieux se construire. Mais là, on sort du cours. Vous comprenez bien qu'on est sur des curriculums cachés. C'est-à-dire que, par exemple, on peut le faire aussi bien en maths qu'en français. Et en maths, on parle de maths. Mais la manière dont on parle de maths fait que la modalité de cours, la manière dont on adresse les étudiants et la manière dont on les met dans un dispositif pédagogique construit, c'est de ça qu'on parle. C'est là où on parle de curriculum caché. Ça signifie qu'à la fois on veut former, par exemple en maths si on est prof de maths, mais on forme d'une manière qui aide les apprenants à se construire pour aller vers le growth mindset. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que dans un temps qui est court de formation, surtout si par exemple on est au niveau au bac, enfin un niveau où il y a des examens, on a des échéances courtes, et il faut à la fois parler de la thématique, et puis à côté
être sensibilisé soi-même, savoir le faire, et puis après prendre le temps de le faire, c'est-à-dire d'aider les apprenants à se construire. Et tout ça est très complexe. Et ça renvoie à la première question de mon intervention, c'est-à-dire repenser la forme scolaire, repenser la manière de former les enseignants, isomorphisme pédagogique, parce que si on ne forme pas les enseignants comme ça, ils ne sont pas sensibilisés eux-mêmes, ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a cette classification-là, et ils ne savent pas effectivement comment faire passer de l'un à l'autre. Donc pour répondre à la question, allez vers le livre, il est intéressant et il vous permettra d'avoir une réponse qui ne vient pas de moi, que je ne fais que transmettre, de Carol Dweck. Alors, une question, je passe à la question sur les devices juste après, donc savoir si les étudiants, ce serait une bonne chose qu'ils viennent avec leur propre téléphone ou tablette. Est-ce que, par rapport à ce que vous venez de dire, je rebondis par rapport à une autre question qui a été posée, ça voudrait dire qu'on ne peut plus être un bon pédagogue sans les outils numériques, alors peut-être dans les âges moins avancés, début du collège et avant. Est-ce que ça voudrait dire que les objectifs que vous donnez de participation, de collaboration, tout ce que vous venez d'énoncer, on aurait obligatoirement besoin du numérique pour en arriver là? Ou est-ce que finalement les études pourraient montrer aussi qu'il existe des exercices, des mises en situation sans numérique qui amènent à avoir ce growth mindset, qui amènent à avoir les mêmes résultats? Ou est-ce que la technologie permet vraiment de passer un cap qui ne peut pas être atteint seul par le professeur? Décidément, vous avez prévu de me poser des questions qui m'amènent toujours à parler de mon atelier de cet après-midi. C'est fait exprès. Alors, cet après-midi, je vais donner un exemple avec et sans numérique sur une modalité très particulière qui concerne tout enseignant, puisque c'est le questionnement socratique. Et donc, je vais montrer avec et sans l'efficience du numérique et effectivement comment faire aussi bien, on va dire, sans numérique. Et c'est finalement le questionnement que je renvoie à mes étudiants de sciences de l'éducation, c'est-à-dire à chaque fois que je leur demande d'implémenter le numérique dans leur dispositif pédagogique, je leur demande de me trouver une solution pour essayer de faire quelque chose d'aussi bien, si ce n'est mieux, sans numérique, en cas de panne. Parce qu'il faut savoir, effectivement, quand on a prévu un dispositif pédagogique instrumenté, tel qu'on l'appelle, le faire sans en cas de panne. Donc moi je dirais, bien évidemment, on peut faire des tas de choses sans numérique, mais on peut faire encore plus de choses avec. Mais bien entendu, on peut être un très bon pédagogue sans numérique, etc. Et on sait très bien que vous êtes tous passés, enfin du moins je vous le souhaite, entre les mains de pédagogues qui vous ont marqué, que vous avez en tête, qui étaient d'excellents orateurs, qui savaient parfaitement illustrer avec des anecdotes des concepts complexes. Vous ressortiez grandis de leur cours, il n'y avait pas forcément de numérique. Donc ça montre bien qu'on n'a pas besoin de numérique pour être un très bon pédagogue. Mais pour autant, avec le numérique, on peut faire des choses supplémentaires. Et même on peut faire encore mieux parfois dans ce qu'on faisait déjà. Alors, la question précédente était sur, sans doute, en termes de sobriété numérique, parce que là, si on parle d'équipement au long cours est sans doute massif, donc est-ce qu'il y a une possibilité, selon vous, que le BYOD, Bring Your Own Device, soit une forme de norme pour certaines classes d'âge, peut-être pas toutes les classes d'âge, mais une certaine classe d'âge, ou est-ce que finalement c'est pas à souhaiter parce que ça crée encore une fois des biais pour le pédagogue, pour l'enseignant, et donc ça va créer un problème sur les outils, sur l'instrument, plutôt que sur l'exercice et le fait d'avancer dans la matière? Alors c'est une problématique capitale et longue à expliciter. Je peux vous donner quelques pistes, puisque c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup, dans le sens où je pense que j'ai été dans les pédagogues de la première heure à travailler sur ces dimensions-là, biode, intégration, et puis après, en tant que chercheur, ensuite, mais en tant que pédagogue bien avant. Et donc, cette expérience pédagogique m'a montré que quand on veut faire de la pédagogie avec les étudiants, il ne faut pas que le contexte soit perturbateur. Il faut qu'il soit quelque chose qui instrumente, mais pas qui détourne de l'objectif. Et c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Par exemple, on veut faire mesurer des signaux à des étudiants pour qu'ils fassent des calculs derrière et qu'ils trouvent des résultats. Et puis on passe par des appareils de mesure. S'ils ne comprennent rien aux appareils de mesure, ils vont passer tout leur temps de TP à comprendre comment fonctionne l'appareil de mesure et pas à produire les résultats. Et donc, finalement, l'approche BIOD, qu'est-ce qu'elle apporte? C'est qu'ils viennent avec leur matériel, qu'ils maîtrisent déjà, entre guillemets, mais plutôt bien dans certains domaines. On aimerait qu'il y en ait d'autres, bon, on les ajoutera, c'est pas grave, mais ils maîtrisent déjà bien leur matériel, et puis ils sont dans un contexte familier. Pour peu qu'on utilise, nous, les applis qu'ils utilisent déjà, ça signifie qu'on n'a pas à les former dessus, et donc moi c'est mon approche. Ça signifie qu'avec mes étudiants de sciences de l'éducation, notamment, je leur dis, écoutez, je ne sais pas dans quel contexte vous allez former plus tard, peut-être que vous serez dans des établissements super instrumentés, super outillés, etc., puis peut-être que vous serez dans des écoles de campagne, etc., où il n'y aura rien.
Et donc, moi, je vais vous montrer comment on utilise le numérique en éducation pour amplifier vos pratiques pédagogiques, mais avec des outils standards qu'on peut trouver partout. Et finalement, donc, vous ne serez pas dans la panade de connaître que cet équipement-là, institutionnel, etc. Donc, je les forme avec des outils de Web 2.0 qu'on trouve partout, et dont on parlera pour certains cet après-midi. Mais je ferai une recension quand même des outils institutionnels, pour montrer qu'on a tout un choix personnel. Et finalement, l'approche BIOD, ce qui est intéressant, c'est de dire, je peux m'intéresser davantage à la pédagogie, puisque la technologie, il la maîtrise, enfin, il maîtrise les outils qu'ils apportent, et souvent les applications qui sont dessus. Donc moi, en début de cours, finalement, je fais un sondage numérique pour dire quel matériel vous utilisez, quel logiciel vous utilisez, qui peuvent m'aider, et je prends les outils qui sont le plus disponibles dans la classe. Donc ce qui fait qu'après, ils finissent de se former entre eux, pour l'essentiel, et puis on fait que de la pédagogie. Donc l'approche BIOD, elle est là, et n'oubliez pas tout à l'heure que je vous ai montré qu'avec un simple smartphone, on remplit 10 appareils sur 17 qui servent en innovation pédagogique. C'est énorme. Hein. Donc j'imagine, parce que la question suivante c'est sur votre formule magique pour apprendre avec le numérique, que le smartphone, ou en tout cas les possibilités données par le smartphone, rentrent sans doute dans cette formule magique, ou est-ce qu'elle est compliquée à donner pour un public donné, ou tous les publics et tous les professeurs aussi, ou tous les enseignants possibles, parce qu'on a là, je pense, un cadre très élargi, peut-être trop élargi, pour avoir une seule formule magique. Alors, peut-être plusieurs éléments de réponse, parce que bon, c'est une question un petit peu provoque aussi, hein. Donc on va... Bon, déjà, l'approche BIOD d'utiliser un smartphone en éducation, puisqu'on était dans la continuation de cette question dans le début de vos propos, on pourrait dire aussi que c'est écologique, puisque moi j'avais commencé à chiffrer le coût informatique pour faire pratiquer aux étudiants en pédagogie, non pas en sciences de l'informatique, hein, je ne parle pas des étudiants qu'on forme à l'informatique, je parle des étudiants qui utilisent des moyens informatiques pour apprendre dans les autres disciplines, c'est-à-dire le numérique comme outil pédagogique et non pas comme finalité. Mais ça coûte énormément cher d'avoir des salles informatiques en plus grand nombre que celles qui sont dédiées aux étudiants qui apprennent l'informatique. Ça coûte énormément cher en renouvellement, etc. C'est pas que le matériel, c'est ce que l'on disait licences, ce matin, oui, la nature qui est impactée par l'énergie, etc. Exactement. Donc déjà, on a une moindre efficience de l'intégration du numérique en éducation, parce qu'il faut leur apprendre à utiliser ce matériel, ces logiciels, etc. Mais en plus, ça coûte à la collectivité excessivement cher. Et on va vers des dimensions moins écologiques. Alors après, pour maintenant prendre la deuxième dimension de la question, la formule magique. Donc bon, le BIOD, ça peut être une bonne idée. C'est pas une formule magique, mais c'est une bonne idée. Ça peut être du moins un moyen de faire de l'intégration raisonnée du numérique en éducation sur plusieurs sens, écologique, économique, pédagogique. Mais après, sur l'autre pan plus provoque de la question, la formule magique, il n'y en a pas. Tout simplement parce que la pédagogie, c'est de l'humain, que l'humain est invariablement différent de l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais savoir sur quel type de groupe on va tomber, sur quel type d'individu dans les groupes. Ce qui marche avec une classe ne marchera pas avec une autre. Et donc c'est pour ça qu'on renvoie vers la sociologie, notamment, les sciences de l'apprendre, les sciences de l'éducation, etc. C'est-à-dire toutes ces sciences qui traitent de l'humain et qui essayent de finalement trouver des concepts un peu plus généraux, à faire ressortir ce qui semblerait être une réalité d'un réel. Mais je rappelle qu'une réalité est subjective, c'est-à-dire finalement des dimensions qui sembleraient fonctionner, qui sembleraient à un moment donné être représentatives, et on essaye de trouver le moyen par des protocoles de les rendre généralisables, mais il n'y a pas de recette magique. Est-ce question qui n'a pas été posée mais qui rebondit sur vos propos, est-ce qu'au niveau international, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, l'école de façon aussi à tout âge peut être vue et revue sous le spectre de la comparaison internationale? On a rarement de chiffres liés dans les écoles à l'utilisation du numérique, où les enseignements dans telle spécialité sont faits à 25% via des outils numériques, puis après finalement noter ou labelliser ces outils-là. Est-ce que c'est un manque, ou est-ce qu'il n'y a pas encore de possibilité donnée par justement ce spectre qui est beaucoup trop large et beaucoup trop libre aujourd'hui au niveau international, de pouvoir se comparer et de dire on en est là, où on est bien dans les infrastructures, mais on a un manque sans doute de compréhension ou d'appréhension ou de manipulation des outils? Ou est-ce qu'il y a des pays qui sont modèles peut-être sur cette utilisation du numérique, ou pas encore? Il y a des pays qui effectivement sont en avance sur ces dimensions-là. Alors après,
c'est souvent contextuel, hein, lié par exemple à un pays. Alors, si on cite par exemple le Canada, où les dimensions du territoire font que l'enseignement à distance, fatalement, trouve plus facilement sa place que dans un pays plus petit. Sa place sans crise sanitaire avant. Voilà, je ne parle pas de la crise sanitaire, effectivement, puisque depuis, tout le monde y a dû y passer. Mais disons, le fait que les distances soient longues, le fait que l'hiver, il y ait 2-3 mètres de neige et que ça peut bloquer les transports, etc., font que des dimensions sont travaillées. Je discutais avec un grand chercheur canadien qui me disait, tu sais, l'hiver, les étudiants, chez nous, ils travaillent parce qu'ils s'ennuient. Parce que finalement, c'est difficile de sortir l'hiver, beaucoup plus difficile que chez nous. Et donc finalement, ils ont beaucoup plus de temps parce qu'ils passent plus de temps chez eux, tout simplement. Donc du temps écran bien utilisé, ou mieux utilisé en tout cas, de formation. Après, les comparaisons internationales, il y en a. Il y a plein d'enquêtes qui comparent tout un tas de choses. J'en ai fait une, moi, sur la région paloise, que j'ai mis en vis-à-vis avec des études américaines, notamment. Hein. Eux, ils étaient plutôt à 6h40 par jour. Nous, on est à 6h30 et nous, on était plutôt à 5h40. Donc vous voyez qu'on n'est pas si loin sur la quantité d'écran moyenne journalière. Maintenant, après, il faut le détailler en termes d'usage, etc. Hein, est-ce raisonné? Est-ce que la sobriété est plutôt un point positif? Et donc, moi, dans l'enquête de 2017, hein, que j'évoquais tout à l'heure au début de mon intervention, effectivement, il y a énormément de chiffres sur l'usage des enseignants, l'usage des apprenants, le cadrage institutionnel. Et finalement, à chaque fois que possible, je renvoie vers d'autres chiffres provenant d'autres sources pour essayer de positionner les choses. Mais effectivement, j'ai énormément de chiffres là-dessus qui montrent, au final, alors je vais faire une conclusion qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais et ce sera votre conclusion avant cet après-midi, évidemment, avant la suite des débats. Qui montre que finalement, l'intégration à l'heure actuelle, la réalisation d'un projet pédagogique intégrant de manière plus raisonnée le numérique, tel que l'évoquait Philippe Dumas tout à l'heure sur la première slide, n'a pas eu lieu. Ce projet pédagogique, depuis 2004, n'a pas eu lieu. Et même s'il y a eu des progrès dans plein de domaines, etc., quand on enquête de manière assez large, tel que j'ai pu le faire, ce que l'on constate, c'est que la majorité des classes font cours de manière conventionnelle, avec très peu d'outils numériques, pour tout un tas de raisons, hein, déjà d'équipement, etc., de disponibilité, d'infrastructures, et puis après de modalités pédagogiques, d'appétence, etc. Mais grosso modo, en moyenne, statistiquement, ce projet pédagogique n'a pas eu lieu, donc il reste à faire, d'où les territoires numériques éducatifs, et la formation des enseignants doit toujours avoir lieu, etc., etc. Merci Jean-François Sassy. Je vais vous lire un commentaire qui nous est arrivé. Bonjour, ce n'est pas une question mais un remerciement. C'est dommage que cela soit allé trop vite. Merci beaucoup pour vos recherches, vos lumières. Je crois que c'est évidemment merci beaucoup. Mérité pour cette intervention très claire, qui mérite donc, et vous êtes le meilleur teaser, le meilleur lanceur d'alerte à l'inscription pour cet après-midi et pour les ateliers. Donc une trentaine d'ateliers cet après-midi. Vous pouvez encore évidemment vous inscrire à certains, pas à tous, ils sont pour certains déjà complets. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention et on passe à la suite.